Mesdames, Messieurs, bienvenue au 13h sur la télévision du Monde de ce samedi 1er septembre 2018. Ouvrons cette édition dans la cité politique Yaoundé où le ministre de la Communication poursuit sa tournée des structures chargées de fabriquer des objets devant être retenus pour la présidentielle 2018 prochaine. À cet effet, Issa Tiroma Bakari s'est rendu à l'imprimerie nationale chargée pour cette présidentielle de mettre à disposition 8 500 000 enveloppes. Jean-Oscar Liboc nous en dit plus. L'impression du matériel de vote confié à deux entreprises camerounaises, notamment à Sopecam, pour confectionner les 90 millions de bulletins de vote et de campagne. Après que le MINCOM ait constaté les avancées significatives à Sopecam, c'était mardi dernier. Cette fois, c'est le tour de l'imprimerie nationale de recevoir la visite d'Issa Tiroma Bakari. Autre lieu, même dispositif de travail, un personnel renforcé par les étudiants. Les machines tournent 24 heures sur 24 sans répit. Il faut livrer avant le 4 septembre 8 500 000 enveloppes estampillées et les CAM présidentielles octobre 2018. Nous avons reçu de Elections Cameroun en deux commandes. Une commande de 8,5 millions d'enveloppes pour les élections. Dans le jargon de l'imprimerie, on dit petites enveloppes. Et puis 20 000 exemplaires d'un fascicule, le guide de l'élection présidentielle, guide juridique de l'élection présidentielle. À l'heure où je vous parle, il nous reste à produire 2 millions d'enveloppes. C'est-à-dire que nous avons déjà produit 6 millions d'enveloppes. Nous sommes sûrs à 90% de respecter le délai de l'ECAM et même de surprendre l'ECAM parce qu'ils nous ont donné un délai. Et cette fois aussi, le MINCOM très satisfait car plus de la moitié du travail a été réalisé. Constat de satisfaction. L'imprimerie nationale avait pris des engagements vis-à-vis de l'ECAM de produire une certaine quantité. Je constate avec beaucoup de plaisir que l'imprimerie nationale a pratiquement relevé le défi. Ça me fait beaucoup plaisir parce que vous savez, sans ces enveloppes, il n'y aurait pas d'élection présidentielle. Les acteurs mis en compétition électorale pour cette présidentielle auront tous les éléments à leur disposition et acheminent dans les différentes régions à temps et la compétition sera saine. Les acteurs, les 9 candidats, doivent savoir que du point de vue de ces maillons très importants de la chaîne qui organise l'élection présidentielle, rien n'est à leur reprocher. Sopecam est prêt, l'imprimerie nationale est prête, que les acteurs se préparent donc pour livrer bataille, puisque le peuple est détenteur de la souveraineté, l'arbitre suprême va se décider le 7. Il a alors temps, après ce travail titanesque de ces deux imprimeries, d'attendre l'entrée en campagne le 24 septembre prochain pour le choix du futur locataire du Palais de l'Unité ce 7 octobre. Parlons d'autre chose à présent, notamment d'agriculture. La question du prix du cacao se pose avec acuité dans le continent africain. Au Cameroun, encore plus, la fève a perdu sa bonne place dans le marché mondial. Frédéric Moutomé pour les détails. La fève du cacao mal cotée sur le marché international. Depuis 2016, le prix de la fève de cacao est en baisse continue. Celui-ci est même passé de 30 à 40% suivant les sources des gouvernements ou même de l'Organisation internationale du cacao. Cette baisse drastique des coûts du cacao sur le marché mondial n'est pas sans conséquence sur le prix marchand. Autrefois à 1600 francs CFA, voire même plus, ce prix est aujourd'hui à 800 et peut-être moins selon la zone. Et la conjoncture actuelle risque de s'empirer en raison de la dualité de l'offre et de la demande. Il n'y a pas une politique globale cohérente de la part des producteurs. C'est pour cela que les consommateurs dominent le marché. Les prix baissent parce que les consommateurs sont à l'aise quand les prix baissent. Ils ont des leviers sur lesquels ils peuvent jouer pour faire baisser les prix. Pourtant grand producteur, avec la Côte d'Ivoire, premier mondial avec plus d'1,3 million de tonnes par an, le Ghana
Le Nigeria et évidemment le Cameroun avec ses 220 000 tonnes. Entre 2015 et 2016, bien loin des 600 000 tonnes espérées, le continent noir continue de négliger son impact sur la filière. D'ailleurs, chacun de ces pays producteurs évolue en solo pour ce qui est de la fixation du prix sur le marché international, une véritable faiblesse, à en croire les experts en la matière. On tient très peu compte des producteurs parce que les producteurs, au niveau global, ne sont pas organisés et ne s'entendent jamais. Ils n'ont jamais fait valoir des intérêts communs. Parfois, ils convergent sur les problèmes de qualité, mais quand il s'agit des problèmes relatifs à chaque pays, chacun fait sa politique et ils ont des couvertures budgétaires à assurer. La conséquence immédiate de cette absence d'unicité de voix autour de la filière cacao est bien évidemment l'abandon d'un des moyens de la chaîne, à savoir le planteur, qui lui se sent complètement isolé. En réalité, qui est-ce qui achète le cacao? C'est maintenant les organismes étrangers totalement privés et qui sont eux-mêmes à l'intérieur des pays producteurs. Pourtant, ce ne sont pas les solutions qui manquent dans cette filière pour la rendre plus forte et plus compétitive sur le plan international, l'une étant la mise en place des caisses de stabilisation. L'abandon des caisses de stabilisation n'était pas une bonne chose parce que même en Amérique où on dit que le pays est libéral, il existe l'American Agricultural Act qui protégeait les planteurs. Alors si les pays riches comme les États-Unis protègent leurs planteurs, je ne sais pas pour quelle raison les pays pauvres ont accepté que leurs planteurs soient totalement abandonnés en fermant les caisses de stabilisation. Encore dans une phase d'embellie et d'envolée, au deuxième trimestre de l'année 2016, le cacao pour l'heure se porte mal. Malgré cette situation, le chocolat, quant à lui, l'une des dérivées du cacao, continue d'être très prisé par les consommateurs du monde entier, un véritable paradoxe. Exercer le métier de moto-taximan dans la ville de Douala en cette période de saison de pluie est un véritable calvaire. Il faut dire que nos amis Ben Skinner ont vu au quotidien le chiffre d'affaires chuter de façon drastique. Reportage. Les pluies diluviennes qui s'abattent sans cesse dans la cité économique Douala ces derniers jours ne sont pas sans conséquences sur le métier de Ben Skinner. Les mototaximens de la ville auberge du Vouri ont vu les chiffres d'affaires être revus à la baisse. Franchement, c'est devenu terrible en saison de pluie. Avant, quand la saison de pluie n'arrive, on parvenait au moins à travailler les 8000 et maintenant ce n'est plus le cas. Parce que quand il pleut, la pluie bloque les gens ne sortent pas. On met le parapluie pour seulement aller rester en route. Les routes sont vides. Quand on parvient même à porter un passager, on part et on ressort à vide. Parce que tout est sec, les gens ne sortent pas. Ça freine les activités. Les gens ne travaillent pas. Témoin de cette réalité, le statu quo observé par cet affairé des axes routiers de la ville de Douala aux heures de pointe. Visage dépassé, les Ben Skinner de Douala ont du mal à gérer cette saison de pluie. Les clients se font rares, les routes impraticables, le climat défavorable, tout est réuni pour limiter à souhait les mouvements de ces derniers à travers la ville de Douala. Et même si la situation reste désastreuse pour nos amis Ben Skinner de la cité économique Douala, il faut noter que Dame Nature a droit de citer. Il ne faut que se contenter d'attendre tranquillement la fin de la saison de pluie. Parlons à présent de sport. En bref, dans cette édition de l'information, tout d'abord de normalisation. Pendant que plusieurs personnes annonçaient la mise sur pied d'un comité provisoire de gestion à la FICAFOOT, l'instance mondiale du football, notamment la FIFA, a tranché en prorogeant de 3 mois le mandat du comité de normalisation. L'équipe de Dieudonné Api reste en place jusqu'au 16 décembre 2018 prochain. Leur responsabilité étant donc désormais de pouvoir achever la mission à eux assignée dans le temps qui leur est désormais imparti. L'administration de la FIFA s'attend donc à présent à recevoir une feuille de route transmise par le dit comité dans les plus brefs délais.
Ce pour approbation. Notons que la FIFA accorde ainsi une suite favorable à la demande du gouvernement camerounais qui demandait de surseoir aux élections à la Fédération camerounaise de football jusqu'à la fin de la présidentielle 2018. Autre actualité en sport dans cette édition de l'information, on s'intéresse à présent à la CAN féminine de volleyball U20. Il faut dire que les Lions indomptables qui sont descendus dans l'arène hier ont été éliminés de la compétition. Bien sûr, elles se sont inclinées devant le Rwanda 1-7 contre 3. Une défaite donc qui signifie pour les Lions du volleyball, les juniors à l'occurrence, l'absence à la prochaine compétition, notamment les mondiaux de la même catégorie prévue au Mexique. À présent, Coupe du Cameroun, puisque nous en sommes rendus aux demi-finales de cette compétition nationale, bien sûr, ici même au Cameroun, à Yaoundé, au stade militaire. 2 rencontres sont prévues. Tout d'abord, ce samedi 1er septembre, dès 14h30. La Panthère sportive d'Undé sera face à Lion blessé de Foutouni. Et à la même heure, demain, dans le même stade, notamment le stade militaire de Yaoundé, Edinsport de l'Alequier affrontera Unisport de Bafang. Mettons à présent le cap hors de nos frontières pour nous arrêter tout d'abord en Ouganda où le feuilleton de Bobi Wine se poursuit. Le député a été arrêté dans un aéroport. Africa News. Le chanteur et député ougandais Robert Kyagulanyi, plus connu sous le nom de Bobi Wine, a été une nouvelle fois arrêté jeudi soir après avoir cherché à se rendre à l'étranger pour soigner des blessures subies en détention. Bobi Wine a été inculpé de trahison au même titre que 32 co-accusés à la suite d'un incident à Arua le 14 août. Des pierres avaient été jetées sur la voiture du président ougandais Yoweri Museveni, venu soutenir le candidat de son camp à une élection partielle. Libéré sous caution lundi, Robert Kyagulanyi avait été interpellé jeudi soir à l'aéroport international d'Entebbe et placé en détention dans un hôpital du gouvernement à Kampala. Lors de ses comparutions ces dernières semaines, il était apparu affaibli, utilisant parfois des béquilles pour se déplacer. Sa famille et ses avocats affirment qu'il a été battu et torturé en détention, des accusations rejetées par les autorités. Intéressons-nous à présent à cette colère qui ne baisse pas du côté des Chemnis. Il faut dire que de nouvelles manifestations ont été enregistrées en fin de semaine. La précision avec nos confrères d'Euronews. C'est au cri de « Nous sommes le peuple » qu'ils ont de nouveau manifesté à Chemnitz. Depuis le meurtre d'un homme dimanche attribué à 2 jeunes demandeurs d'asile, la petite ville est-allemande s'est embrasée et un mouvement de la droite radicale en appelle régulièrement à des rassemblements. Celui-ci a eu lieu devant le stade local alors qu'à l'intérieur se tenait une réunion publique en présence du chef du gouvernement régional. Michael Kretschmer, qui appartient au parti conservateur d'Angela Merkel, a demandé 1 minute de silence pour la victime avant de tenter l'apaisement face à des habitants qui se disent victimes d'amalgame. Lors de mes rencontres aujourd'hui et ces derniers jours ici à Chemnitz, j'ai parlé à beaucoup de personnes qui ont le sentiment d'être traitées injustement. J'ai rencontré énormément de gens qui m'ont dit « Nous ne sommes pas des militants d'extrême droite » et je veux leur dire que je le sais bien. Il est pourtant des signes, comme le salut hitlérien fait par certains lors d'une manifestation précédente, qui suscite le malaise dans une ville où les étrangers ne représenteraient que 7% de la population. Mais les arguments semblent faire mouche. Quand vous voyez tout ce qu'obtiennent les demandeurs d'asile comparé aux personnes âgées, aux pauvres, aux jeunes, aux Allemands, et ça, ce sont des faits. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Pas étonnant que la colère éclate. En Saxe, le parti anti-migrant alternatif pour l'Allemagne, qui accuse le gouvernement d'Angela Merkel d'avoir trop longtemps nié le problème, est le premier parti et pèse 27% des voix. Donald Trump coupe l'aide aux réfugiés palestiniens. Il faut dire que Washington, qui est le plus grand pourvoyeur de l'agence ONU des réfugiés de la Palestine, a désormais décidé d'arrêter cette aide à la suite d'un constat d'activité biaisée. Euronews.
C'est une assistance vitale aux Palestiniens qui va être tronquée. Les États-Unis ne financeront plus l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, une opération qu'ils jugent biaisée. L'administration Trump accuse en effet l'UNRWA d'augmenter sans fin et de manière exponentielle le nombre de Palestiniens éligibles au statut de réfugiés. Une décision condamnée par l'autorité palestinienne et l'agence onusienne qui appelle les autres pays à combler le déficit. Washington avait déjà réduit sa contribution en 2018 de 350 à 60 millions de dollars. Cette agence de l'ONU assiste plus de 3 millions de Palestiniens sur les 5 millions enregistrés comme réfugiés. Elle a besoin de 200 millions de dollars d'ici la fin de l'année pour remplir sa mission et financer ses écoles et ses centres de santé. Voilà qui met un terme à cette édition de l'information. Le prochain arrêt, c'est à 20h. Mais avant, je vous propose de prendre rendez-vous dès 15h pour votre émission de débat politique Tous Azimuts. Cette semaine encore, nous reviendrons sur l'actualité ayant meublé les tabloïds tout au long de cette semaine. Tout d'abord, la présidentielle 2018 qui reste le cœur du débat de cette édition de Tous Azimuts avec la dernière sortie des femmes qui ont décidé de monter au créneau pour appeler aux mobilisations, notamment dans le cadre de la crise anglophone qui sera également à l'ordre du jour ce samedi. Du rendez-vous également avec l'éducation puisque la ministre des enseignements secondaires Nalova Lionga est bien installée sur la Select pour répondre des difficultés rencontrées en cette veille de rentrée scolaire. Bien sûr, l'état de nos routes dans la cité économique d'Ouala et dans l'ensemble du triangle national préoccupe au plus haut point. On en parlera également dans le zapping. Et pour échanger, 4 invités triés sur le volet. Tout d'abord, le maire de Yabassi, Jacques Maboulamboya, qui fait le déplacement de Tous Azimuts cet après-midi. À suivre également sur ce même plateau, le conseiller municipal de Douala, premier cadre et militant du mouvement progressiste, Hilaire Zipan, nous fera l'honneur de sa présence cet après-midi. Une dame sur ce plateau, Madame Yalakoum, conseillère municipale à Douala 4e, par ailleurs ayant occupé des postes de directrice générale dans la ville de Douala. Vous vous en rendrez compte cet après-midi. Elle également sera des nôtres. Et bien, le dernier et non des moindres, Didier Hiyimkwa, directeur général, pour ne pas dire président régional du FSNC, du président Tiroma Bakari. Je vous propose simplement de prendre rendez-vous dès 15h sur Tous Azimuts. À tout de suite.